Salut à tous, petite vidéo d'introduction du sujet sur les Celtics de Jason Tatum. On me l'a demandé sur le Discord, je me suis dit allez pourquoi pas, allez fais quelque chose avec les Celtics. Je vais vous présenter mon projet. Ça veut dire que je vais pas être en réalisme absolu. En tout cas, je vais pas être aussi réaliste que j'essaye de le faire d'habitude. Et puis surtout, on peut discuter sur pas mal de choses. En fait, on n'est pas obligé de tous tomber d'accord, loin de là. Il y a la question du poste pour Jason Tatum. Alors, on évolue dans une NBA qui est de plus en plus sans poste. Il n'y a pas de poste fixe pour tout un tas de joueurs. On a une tendance qui est quand même à une certaine révolution des postes depuis un certain nombre d'années déjà. Et c'est vrai que pour Tatum, va se poser la question du poste. Et ça, ce sera la première chose à laquelle je vais m'attaquer dès lors que je serai en situation de mettre en place le projet. Et aussi, quel est l'objectif? Est-ce qu'on cherche à gagner rapidement ou est-ce qu'on cherche à continuer à développer en se disant que Tatum peut encore se bonifier et n'est pas dans son prime, donc il n'y a pas vraiment nécessité de tout de suite se dépêcher. J'ai commencé en My League, puisque le commencer maintenant n'est pas disponible en ce moment, j'avais pas de sauvegarde disponible, donc j'ai commencé en My League, donc début octobre 2019, fatalement, ce qui fait qu'il y a toute une saison à simuler avant de pouvoir agir à l'été, puisque tant qu'à faire, on va respecter les choses. L'effectif était tel qu'il était avec Kemba Walker qui a été recruté à l'été 2019 sur un joli contrat. Kemba en poste 1. Après, il y a des gens dont on peut se poser la question de savoir à quoi est-ce qu'ils peuvent, quoi est-ce qu'ils peuvent servir, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, comme Carson Edwards, par exemple. Euh, sur le poste 2, il y avait eu comme ça la draft de Romeo Langford, qui est plutôt intéressant comme profil. Un poste 2, comme ça, a priori. C'est clairement un arrière. Après, on peut envisager de jouer petit, on peut envisager plein de choses. Évidemment, Marcus Smart, Jalen Brown, qui seront pour moi des pièces maîtresses. Jamais je ne me séparerai de Brown et de Smart, cela va sans dire. On a également le contrat expirant avec une option joueur, donc potentiellement une deuxième année de contrat, de Gordon Hayward. Gordon Hayward, cet ailier qu'on voyait par exemple quand le jeu le met ailier fort. Personnellement, ça n'est pas mon truc de faire jouer Hayward en 4. J'ai regardé beaucoup de matchs des Celtics avant que la NBA fasse une pause. Et puis on avait comme ça beaucoup d'indications sur la manière de jouer des Celtics, la philosophie de jeu en quelque sorte de Brad Stevens. Ça va m'influencer et pas que dans ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Grant Williams, aussi quelqu'un d'intéressant qui a été drafté à l'été 2019, voilà, au premier tour, avec peut-être un potentiel intéressant à développer. Quand on voit ces polygones là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, mais pas sur le court terme, ça c'est clair. Donc pas mal de choses à observer donc, sur ces Celtics. Là, je vais parler de ça pendant que on continue à regarder par exemple Robert Williams. Vous avez vu dans la bulle là, Robert Williams qui montre un petit peu le bout de son nez l'autre jour contre les Nets. Il a été très bon. On dirait c'est que les Nets. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est pas si mal. Robert Williams a peut-être des choses à faire. En tout cas, c'est quelqu'un en lequel je crois beaucoup plus qu'Enes Kanter, qui pour moi n'est pas le profil d'intérieur dont Boston pourrait avoir besoin. Le profil dont il pourrait avoir besoin, à mon humble avis, ça y est, je commence à y aller et à m'écarter un peu du Brad Stevens basketball. Profil serait plus à la Al Horford qu'ils ont laissé partir en fait. Ce qui fait que Daniel Theis est fort sympathique, mais si je trouve mieux, je n'hésiterai pas. Voilà. J'ai donc pris cet effectif en octobre 2019, et puis après il s'agit de quand même simuler une saison. Alors, comme je voulais développer certains joueurs, j'ai ajusté la rotation. Sinon, j'aurais laissé l'IA faire sa rotation, j'aurais simulé la saison, etc. Ça aurait été plus rapide. Mais là, je me suis un petit peu forcé à ne pas aller trop vite pour que notamment Langford, Williams, ainsi que Williams d'ailleurs, il y a Robert et Grant Williams, qui doivent avoir des minutes. Voilà, donc à partir de là,
on essaye de faire en sorte que ces jeunes-là travaillent pendant une année, en leur donnant entre 12 et 15 minutes. En général, je donne toujours entre 12 et 15 minutes à un joueur que je veux développer, parfois 9 quand j'ai vraiment pas d'autres possibilités, mais pas moins. Pas moins en tout cas, parce que je pense qu'il vaut mieux que les mecs jouent, quitte à s'entraîner très dur en plus, s'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais avoir un peu de temps de jeu va aider à développer sur NBA 2K les joueurs. On dirait, on a tous des contre-exemples en tête de joueurs qui ne jouent pas et qui progressent quand même, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais a priori, voilà, je suis parti là-dessus, ok. Et puis après, j'ai simulé, donc relativement massivement hein, quand même, avec pas mal de petites blessures par-ci, petits réajustements par-là. Ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas très intéressant là dans l'immédiat en tout cas, puisque l'idée c'était quand même de passer très très rapidement sur cette saison 2019-2020. Alors c'est marrant de voir que le jeu, quand vous simulez comme ça, va vous proposer une certaine hiérarchie, notamment là pour ce qui est de l'Est, hein, puisque c'est ça qui nous concerne, une certaine hiérarchie avec Philadelphie qui est quand même souvent très fort, avec Bucks qui sont présents, voilà. Mais par exemple là, j'avais pas activé la blessure pour Kevin Durant. C'est pour ça que les Nets sont très très bien placés. Heureusement, on retrouve quand même Raptors deuxième, ça c'est très bien. On retrouve les Bucks. On a peut-être des Wizards et des Cavaliers un peu trop haut. On a assez traditionnellement sur NBA 2K, si on ne touche pas grand-chose, et notamment là, puisque je n'ai pas réactualisé les blessures, ça veut dire Griffin par exemple qui a joué, ça veut dire du côté des Nets, plus de Kyrie Irving et plus de Kevin Durant. On a Miami qui est toujours sinistré, ravagé. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que les récompenses, j'ai trouvé qu'elles avaient une certaine cohérence. Quand on voyait LeBron James, Ja Morant, ça paraît tout à fait logique. Pourquoi pas Dennis Schroeder, sixième homme? Pourquoi pas? Je dis pas que ce sera forcément mon choix, mais voilà. Bam Adebayo en MIP, ce qui est pas idiot hein, dans le genre. Bon alors Brett Brown, coach de l'année, on en est loin. Donc voilà, puis après on a été sur des playoffs que j'ai simulés encore une fois, avec d'ailleurs du coup une défaite au premier tour des playoffs pour Boston face justement à ces Brooklyn Nets, pas du tout en rapport avec ceux qu'on a connus. D'ailleurs regardez, Golden State c'est pareil, il n'y a pas eu la blessure de Klay Thompson, de Steph Curry. Du coup GS ils sont en finale de conf face aux Clippers. On retrouve Toronto, ce qui fait qu'au final on a voilà, moi je trouve que la finale par contre elle peut arriver celle-là. Raptors Clippers, c'est loin d'être idiot quand on voit le niveau de jeu des Toronto Raptors actuellement, mais même avant. Hein, toute l'intelligence de cette franchise, toute la manière de réagir à l'après Kawhi, on dirait presque qu'il n'est pas parti tellement certains ont progressé, voilà. Donc pour le côté statistique des choses, juste, hein, pour voir un petit peu ce que ça va donner en simu, vous verrez une répartition qui est somme toute assez correcte. C'est peut-être Brown un peu en dessous, Kemba qui a plus joué que dans la réalité, Enes Kanter qui est peut-être un petit peu plus utile dans le jeu que dans la réalité, c'est toujours pareil. Donc évidemment pour pas mal de choses, on s'écarte de ce qu'on a pu constater en NBA. Et puis pour d'autres, on a des ressemblances parfois. Donc le vrai départ, c'est maintenant. Voilà. Le vrai départ de cette aventure avec les Celtics, c'est maintenant avec bon les petites choses. On a vu la retraite de Vince Carter, pas mal de petites choses comme ça à regarder et à ne pas se faire. Il faut pas se faire avoir du côté des réunions de ligue. Voilà, pardon, je cherchais. On a ensuite la loterie. On voit que les favoris entre guillemets au tout meilleur choix ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, vraiment pas dans le même ordre que ce qu'on risque d'avoir. Voilà, Bulls, Phoenix et Sacramento sont les trois, par exemple, qui vont choisir tout en haut. Les Knicks se sont un peu fait bananer. Et Pistons également, voilà. Donc, les Celtics vont drafter, mais d'abord, on va quand même regarder. J'aime bien toujours voir ce qui se passe. Ça va être Edwards du côté de Chicago. Pourquoi pas? De toute façon, Edwards paraît assez favori pour être numéro 1, quelle que soit l'équipe qui choisit. La Melo Ball du côté de Phoenix, ça a un sens. Ça a du sens, je trouve. Se dénommer Halliburton pour essayer de pallier à l'irrégularité de Buddy Hield, pourquoi pas.
On se souvient aussi que Bogdanovic est en fin de contrat, donc on ne sait pas ce qui adviendra du côté des Kings. Cole Anthony à New York, je l'appelle de tous mes voeux. James Wiseman qui vient finalement occuper un poste 5 prometteur du côté des Detroit Pistons. Pierre numéro 1 de la reconstruction dans cette partie-là. R.J. Hampton pour aller surcharger le poste 1 du côté de Charlotte, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi un trade qui contrebalance tout ça. Le jeune Antoine qui est pour le coup intéressant, hein, du côté de New Orleans. Akiwa qui vient comme ça, oui, parce que Minnesota qui draft un poste 4, je trouve pas ça aberrant du tout. Le petit Topin du côté de San Antonio, écoutez, pourquoi pas, il faut rajeunir la raquette de San Antonio, donc ça se tient. Malédon du côté du Jazz, après tout. Quelle serait la meilleure franchise? Tiens, c'est un débat que je lance. Quelle serait la meilleure franchise pour Théo Malédon cet été? Pas évident de répondre à cette question maintenant, hein. J'en suis bien conscient. Mais Jazz, c'est pas délirant non plus. Après, moi, je ne souhaite pas vraiment ça, hein. J'aimerais mieux qu'il ait plus de ballons dans un endroit où il n'y a pas un meneur installé ou un meneur à gros contrat, comme peuvent l'être les Utah Jazz. Et en 14, ce sont donc les Celtics qui vont choisir Okoro. Et ça me plaît beaucoup. Isaac Okoro me plaît. Je suis allé chercher ce profil-là pour avoir un très fort défenseur de plus, pour avoir donc des lignes extérieures excessivement costaudes. Hein, pour ce qui est de défendre sur l'homme, tiens, on voit Avdija du côté des Cavs, voilà, et puis comme ça, il y a une série de petites choses. J'ai aussi Portland, hein, dans la partie, je vous parlerai de Portland dans pas très longtemps. Le mini spoil, c'est que pour Portland, j'ai drafté Jaden McDaniels, un profil assez atypique, poste 3, 2,11 m. Si le mec est monstrueux, ça peut faire très mal. Sinon, on verra bien. On verra bien. Tiens, OKC qui garnit un petit peu son poste 5. Ok, ça peut nous donner des idées pour la suite. Choix 22. Parce que oui, les Celtics ont plusieurs choix dans cette draft qui vont comme ça résulter d'échanges du passé, hein, vous le savez très bien. Il y avait le choix des Grizzlies, il y avait le choix des Bucks, et maintenant on arrive au choix des Celtics. Ça va tomber en 25. Donc j'ai été chercher Vernon Carey et Josiah James pour... Allez, je mets plusieurs jeunes prometteurs ou pas, je secoue un peu et je garderai les meilleurs, en fait. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Ne pas aller embêter non plus trop sur le poste 3 Jason Tatum. On sait que Brown, on peut le décaler, etc. etc. J'ai bien réfléchi avant. C'est ça qui me paraissait correct. Okoro sort à 77, hein, ce qui est loin d'être ridicule. Petit McDaniels, il sort à 75, ce qui est pas mal non plus. Puis sinon, voilà, vous aurez comme ça un Carey qu'il va falloir développer, Josiah James, que je vais aussi essayer de développer. Donc déjà une première indication, j'ai pas échangé les tours de draft, j'ai pas encore fait de trade. Je vais pas la jouer court terme. Voilà, déjà c'est la première tendance. Dès la draft, on le voit. Je ne joue pas court terme, je vais jouer moyen terme. On va évidemment confirmer tout ça. On voit qu'il y a des potentiels qui sont pas ridicules, hein. Okoro à 77 avec cette marge-là, ça monte au-dessus de 80, hein. Très simplement, hein. Pour Carey 72 avec ce polygone-là, ça peut monter aux alentours des 80, donc c'est assez intéressant. Et pour ce qui est de Josiah James, on est sur du 73 qui peut peut-être monter jusqu'à 78, vers là, 80 peut-être sur un malentendu. Donc peut-être qu'on a quelques bons joueurs ici. Je vais laisser tomber le cas de Dozunmu, puisque j'ai d'autres options en tête pour les postes externes, vous l'avez bien compris. Gordon Hayward accepte son option alors qu'Enes Kanter la refuse. Pour ce qui est de Javonte Green et Semi Ojeleye, je vais laisser. Je ne vais pas activer, je ne cherche pas à prolonger ces joueurs-là. On voit les fins de contrat dont on a l'habitude à l'été 2020 et dont on est tous au courant. Voilà, on a des gens qui ont accepté, d'autres qui ont refusé leurs options. Taco Fall, je vais essayer de le conserver, mais peut-être sur un two-way contract. Voilà, parce qu'il est très faible dans la partie là. Mais Taco Fall, c'est Taco Fall. J'ai pas envie de le laisser partir aux oubliettes de la partie. Donc je vais au moins le garder en two-way contract. On parle du poste de Tatum. Si je joue moyen terme d'un côté, j'ai aussi un avis sur Tatum. Tatum, je vais privilégier Tatum au poste 3. Voilà, c'est mon choix. Je sais très bien qu'on n'est pas du tout obligé d'être d'accord, mais loin s'en faut.
mais je préfère Tatum en 3 que Tatum en 4. Donc ça, c'est une chose déjà. Je le préfère nettement, de la même manière que je vais du coup me mettre à la recherche d'un poste 4. Et Dieu sait si c'est pas évident de trouver quelque chose de vraisemblable, de possible, etc., etc. Quand je fais une recherche un peu élargie sur les postes 4 et 5, je tombe sur tout un tas de gens qui ne peuvent pas bouger décemment et ne peuvent pas bouger à l'été. Il y a quelqu'un qui m'intéresserait dans la cage, hein, c'est Steven Adams, parce qu'honnêtement, il a un profil qui me plaît de très très bon rebondeur et de dissuadeur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose déjà que je vais garder en tête, vous allez voir ensuite. Et puis il y a un autre profil, ceux que je passe, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, hein, c'est que pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas, ou alors je considère que ça n'est pas vraiment faisable. Je vais aussi aller lorgner sur Brandon Clark, enfin, à l'été, là, comme ça, on pourra parler de futur sophomore des Grizzlies, hein, puisqu'il a été drafté en 2019. Donc Brandon Clark, il lui reste un an, mais plus 2 en option, bien sûr, puisque c'est encore sous contrat rookie. Je trouve que l'offre, elle n'est pas délirante. Elle me paraît assez plausible. J'en ai étudié plein d'autres avant, mais là, je vous montre celle qui va aboutir. Je vais donc jeter mon dévolu sur un poste 4. Par contre, je ne veux pas récupérer Gorgui Deng et j'aimerais joindre l'utile à l'agréable. Je vous ai parlé de Steven Adams et donc je vais ajouter un joueur quand même pour que ça fonctionne, parce que sinon ça ne fonctionnait pas. Le trade, c'est bien légitime. Je vais envoyer Daniel Theis du côté d'OKC pour essayer comme ça, donc en échange de 2 tours de draft plus Hayward et Theis, je vais récupérer Brandon Clark et Steven Adams pour essayer en fait d'équilibrer l'équipe, parce que le point faible, je ne l'ai pas dit, mais on le sait tous, mais je le dis maintenant, le gros point faible dans la construction d'équipe actuelle des Celtics, c'est le secteur intérieur. C'est aussi pour ça que je me refuse à faire jouer Jason Tatum en 4. Je préfère mettre un vrai poste 4 et posséder également un poste 5 un petit peu plus fort. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait. Voilà, on voit Steven Adams ici en action. J'ai besoin, en fait, en tout cas pour ce projet-là, j'aurais pu attendre que Robert Williams grandisse, se développe, ça aurait été une option, mais on n'a pas dit qu'on l'a abandonné celle-là, hein. Donc, on va voir, on va en reparler juste après. Pour ce qui est de la free agency, le seul joueur que je vais aller chercher, c'est Jalen McDaniels, donc draft 2019, Charlotte Hornets, qui apparemment l'ont dégagé. Donc à partir de là, je propose un contrat qui s'apparenterait à un contrat rookie de bon premier tour en fait, hein. En tout cas 3 plus 1, évidemment pas 2 plus 2, mais je suis assez... ça va, faut voir, faut tester. Faut tester, parce que c'est pas parce qu'on a Grant Williams qu'on est paré au niveau du développement au poste 4. Donc, on connaît Kemba, Jalen Brown, Marcus Smart, ok, pas de problème là-dessus. Okoro, Langford font partie du projet, ainsi que le petit James, on en a parlé juste avant. Tatum, c'est le franchise player. Et Brandon Clark, beaucoup d'espoir en ce joueur. Pour ce qui est du secteur intérieur, donc, ce petit McDaniels, j'ai aucune pression dessus. S'il progresse, tant mieux. S'il progresse pas, c'est pas grave. Je garderai le meilleur des deux avec Grant Williams. Et puis après, il y a Robert Williams, qui aura pas mal de minutes, mais en sortie de banc, évidemment, derrière Adams. Qu'est-ce que je reprocherais à Robert Williams? En fait, il a des super qualités, il a des qualités athlétiques qui sont hyper intéressantes, mais il manque un petit peu de taille. Voilà ce que je lui reprocherais principalement dans son rôle de rim runner, hein, comme dirait l'autre. On va donc proposer, voilà, ici j'ai qu'un seul camp d'entraînement, je vais justement le donner à Robert Williams. Parce qu'il n'est pas dit que ce soit pas lui le futur au secteur intérieur de cette équipe-là. C'est pas parce que j'ai Steven Adams qu'on oublie Robert Williams, mais on va bien voir en fait. Donc je suis un peu, vous en doutez, en phase où je cherche, je tâtonne et je cherche un petit peu quelle pourrait être la bonne ossature. Je suis sûr qu'elle n'est pas définitive à ce stade-là en fait. Voilà. Mais simplement, il faut bien commencer par quelque chose, donc ça a été le choix de Clark et de Adams. Après,
pense que déjà, rien qu'avec ce roster-là, il est beaucoup plus équilibré, il y a moyen de faire beaucoup plus de choses. Déjà, on sera loin de se faire marcher dessus à l'intérieur, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. On conserve comme ça des minutes sur les types qu'on veut développer, même s'il m'en reste pas beaucoup, parce que mine de rien, sur les externes, il y a déjà beaucoup de minutes à donner aux mecs les plus forts, notamment Marcus Smart en sortie de banc à 27 minutes. Je pense que il mérite au moins ça, donc il n'y a même pas à discuter sur ça. Non, après je suis bien conscient que on n'est pas obligé d'estimer, comme je l'ai fait, on n'est pas obligé d'estimer que Tatum est un poste 3. Moi, je j'assène aucune vérité. Je vous donne juste mon modeste avis après avoir regardé plein de matchs, après avoir essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que les Celtics sont tellement irréguliers dans la performance, parce que pour moi c'est quand même ce qui caractérise cette équipe version 2019-2020. C'est pour ça que j'ai voulu autre chose sur 2020-2021. C'est une certaine irrégularité, et à mon sens c'est d'une part par le manque de taille à l'intérieur, par le manque de présence dans la raquette, que tout ça se passe. Alors j'ai beaucoup fait plus de mentorat, j'ai fait plus d'entraînement, mais j'en montre un petit aperçu en tout cas, pour pas que ça dure trop longtemps. Je crois que donc le manque de taille est la première cause des petites déceptions des Celtics, mais il y a aussi autre chose, c'est que finalement c'est une équipe qui joue énormément sur son adresse. Et l'adresse au basket n'est pas quelque chose ce n'est pas une chose sur laquelle on peut compter de manière mathématique, de manière régulière. On peut pas compter sur l'adresse, parce que l'adresse, ça va, ça vient. On l'a bien vu, premier match dans la bulle, Jason Tatum, 2 sur 18. Quoi. Voilà. Et puis derrière, très bon match. Et puis après, il va y avoir moins d'adresse, etc. etc. Je pense que cette équipe de Boston, malgré tout mon respect, toute mon affection pour Brad Stevens, cette équipe de Boston n'a pas suivi le bon chemin à l'été 2019. Laisser partir Kyrie, de toute façon il n'y avait pas le choix, parce que Kyrie Irving il voulait aller au net. Prendre Kemba Walker, déjà c'est quelque chose qui peut se discuter, même s'il a de nombreuses qualités et c'est un joueur qui est vraiment très fort, mais est-ce que c'était vraiment important de privilégier de mettre son argent sur plus de 30 millions sur un poste de meneur pour... Alors Horford voulait partir, mais des intérieurs costauds et capables d'apporter une certaine stabilité à cette équipe, il en existe en NBA, donc c'est pas parce que vous perdez Horford que vous êtes obligé de ne plus avoir de secteur intérieur, pour ainsi dire. Donc voilà, je trouve que le virage 2019 a été assez mal négocié. Après, il y avait des contraintes aussi d'ordre salarial, quoi. Il fallait évidemment respecter certaines contraintes, mais Kevin Durant qui n'a pas suivi ici Jason Tatum. Voilà, donc je comprends les raisons qui ont fait que, mais après je suis pas d'accord. C'est pour ça que je sacrifiais Gordon Hayward, et s'il y en avait un autre à sacrifier par la suite, et là c'est pas forcément nécessaire, mais s'il y en avait un autre à sacrifier, pour moi dans l'ordre ce serait Kemba Walker et son très gros contrat. Voilà. Donc on ne touche pas à Tatum, Brown, Smart, ça pour moi c'est l'ossature. Puis après le reste c'est plus anecdotique autour, on met ce qu'on veut. Donc voilà, je vous ai donné mon point de vue sur cette équipe. Ça ne vaut que mon point de vue, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, c'est juste, on a tous une idée, on a tous des ressentis quand on voit les matchs, on a tous des opinions, c'est pareil dans tous les sports. Et puis après, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais voilà, je vous ai exposé le mien. Alors là, c'est un match intéressant contre Philadelphie. Alors vous noterez que Ben Simmons, évidemment, j'ai pas voulu faire le changement. J'ai laissé l'IA faire ce qu'elle a à faire. Mais à l'avenir, peut-être que je repositionnerai Ben Simmons là où il doit l'être, c'est-à-dire en poste 4, puisque oui, Brett Brown a enfin décidé de faire quelque chose que moi je vous ai montré depuis longtemps. On peut pas dire le contraire. Vous regardez mes vidéos de novembre ou décembre, janvier 2020.
2019-2020 donc. Ben Simmons en 4, c'est un truc que j'ai déjà fait depuis longtemps dans certaines parties. Bon, il se trouve que là, il est encore au poste de meneur. Très facile, Kemba Walker là, sur les pénétrations. Il est très bien. Donc voilà, on joue face à Ben Simmons meneur. Mais voilà, je suis très content, c'est l'occasion de le dire. Très heureux du repositionnement de Ben Simmons, IRL, au poste 4. Je pense que la raquette Simmons-Embiid doit pouvoir faire un carnage en fait. Et vous voyez, il se passe un truc rigolo dans ce match. Ici, très bonne contre-attaque encore une fois. Le jeu rapide marche très bien. Hein. On a orienté vers ça dans les préférences tactiques là précédemment. Et ça fonctionne très bien, cet aspect-là. On est en train de revenir dans un match qui paraissait compromis. Alors, honnêtement, j'ai vu le moment où c'était fichu. Pour moi, c'était assez compromis. De mener de 14 points, je crois, quelque chose, hein, de ce style-là en troisième quart-temps. Et puis, à un moment donné, il y a des stops défensifs qui arrivent. Et également des marques aussi qui viennent de mon côté, parce que j'avais pas trop l'habitude de jouer avec ces Celtics là. On va un petit peu s'habituer. Et on est en train de revenir tout doucement. Regardez, il va y avoir un pick and pop ici. Hop là. Korkmaz défend mal. Embiid a plongé vers le cercle. Et c'est Williams qui se régale à 3 points. Donc ce Williams, il est très intéressant. Moi, il me plaît beaucoup. Hein. Déjà, même avant sa draft, je me souviens que j'étais hypé par le type. Donc je suis très heureux qu'il soit à Boston et je suis bien content de pouvoir jouer avec. Mais encore une fois, il y avait besoin de quelqu'un d'un petit peu plus fort dans l'immédiat. Regardez ici, on pose des problèmes défensifs. Mais Simmons va plus vite. J'aurais dû rabattre Adams entre Simmons et le cercle. C'est une erreur de défense de ma part. On est dans le money time ici, 35-34 pour Philadelphie. Et heureusement, il y a des bonnes contestations. Vous voyez, on arrive à gêner un petit peu l'attaque des Sixers, à défaut de concrétiser offensivement tout ce qui doit l'être. Ici, c'est très mal joué en défense, de la part de Simmons notamment. Mais je m'en sors très mal aussi, puisque j'ai pas très bien joué le coup non plus, je l'ai contré. Bon, le match est très serré, vous l'avez compris. Et ici, on va prendre le score. Prendre le score à 38 secondes de la fin du quatrième quart, honnêtement, c'est le meilleur moment. Derrière, en plus, shoot rapide, on va avoir une possession. On est en situation où j'ai un peu forcé parce que je voyais un mismatch avec Gary Harris qui défendait sur Steven Adams. Je me suis dit, il y a une opportunité, mais en fait, non. Et là, bam, scotch. Voilà. Très bien joué. C'est l'action du match au final, à part le fait qu'on ait réussi à remonter de moins 14. Action du match, c'est cette défense sur la pénétration de Ben Simmons. Je vous avais aussi vu au départ du match que j'ai évidemment mis Jaylen Brown sur Ben Simmons parce que c'est celui qui me paraît être le plus à même de défendre sur Simmons, surtout si Simmons vient en drive, etc. On arrache donc ce match un peu aussi sur la maladresse des Sixers, mais surtout sur des qualités défensives qui se sont un peu mises en place au fil du match. C'est assez intéressant à jouer. Peu d'adresse, hein, évidemment, un match assez défensif. On est sur du East Coast Basketball. Très bonne entrée en matière de Williams, Robert et de Clark aussi. Malgré un gros Simmons et un gros Joel Embiid, on notera les 0 points pour certains qui n'ont pas été trop à la hauteur du côté des Sixers. Puis un match un petit peu plus facile, mais c'est pour essayer de continuer à voir s'il y a des petites choses qui se mettent en place. Match un petit peu plus facile du côté des Knicks de Cole Anthony et R.J. Barrett, donc, et ainsi que évidemment Mitchell Robinson. Hein. Donc ça fait une base plus qu'intéressante pour construire une équipe, hein, ce genre d'association de 3 joueurs à développer. Et ces Knicks-là ont Paul Millsap, c'est amusant. Paul Millsap demande un gros salaire hein, dans le jeu à l'été, hein, c'est pas évident de lui donner. Moi, par exemple, j'aurais beaucoup aimé l'avoir à Boston, hein, mais c'était tout simplement impossible parce qu'il demandait dans les 18-20 minimum. Quoi. Donc, un match un peu plus facile. Hein, je vais pas vous faire croire que c'est le match le plus délicat de cette saison, mais n'empêche que ça permet aussi de mettre en place les automatismes offensif. Voilà, vous avez vu de ces marrants, il y a Dwight Howard qui a aussi été signé comme ça en renfort de Robinson dans la raquette du côté de ces Knicks. Vous voyez la moisson au rebond pour Steven Adams.
on est en place. Hein. Le petit Langford comme ça qui échappe à Anthony pour aller marquer en contre-attaque. Voilà, la différence, elle se fait déjà en ce deuxième quart-temps, puisque la défense des Celtics, il y aura Tatum qui prendra beaucoup de rebonds sur ce match. La défense aura étouffé l'attaque new-yorkaise. Je dirais, c'est pas dur, mais au moins c'était le cas. Et derrière, les points faciles qui arrivent, comme d'habitude, dans ces cas-là. Voilà, on conteste. Ah oui, en plus, c'est dommage, parce que les Knicks, ils ont pris Millsap, alors qu'ils ont Julius Randle, quoi. Donc, étonnant. Au moins, tu trades Randle. Hein. Bref. On n'est pas là pour parler des Knicks, même si ce serait passionnant. On n'est pas là pour ça. Là, c'est du Celtics et ça contre un petit peu dans tous les sens du côté de Rob Williams. Et derrière, c'est facile en contre-attaque. Voilà. Je crois qu'on a compris plus ou moins le projet. Le projet, c'est donc tout est bâti autour de Jaylen Brown et Jason Tatum, avec un secteur intérieur renforcé tout en permettant à Rob Williams d'évoluer. Un secteur du poste 4 aussi, un petit peu renforcé, même beaucoup, avec Brandon Clark pour laisser le temps à Williams de progresser. Et puis quelques jeunes comme ça, Okoro, Langford, même le petit James, pour venir muscler un petit peu tout ça. On en aura besoin sur les extérieurs. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures-là. A plus, bye bye.